Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Enfin vous, vous êtes peut-être content de me retrouver parce que moi je ne vous vois pas. Vous me voyez, moi je ne vous vois pas. En tout cas, aujourd'hui, on va faire un petit aperçu, des différentes caméras qui ont la tendance, les caméras de cinéma, les fameuses caméras de cinéma qu'on voit écrire par ici, dites par là, et cetera. On va véritablement voir ce qui se passe réellement dans un aperçu, dans un échantillon de films qui ont été primés au Festival de Cannes, au Sundance Film Festival 2024, au TIFF et aux Oscars. Comme ça donne un peu un aperçu de ce qui est du matériel qui est utilisé. Voilà. Alors, voilà, petit article de presse là-dessus, à ce sujet, sur l'année 2024. Qu'est-ce qu'a été l'année 2024? 2025, c'est un peu tôt. Donc, on a un petit classement. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est le Sundance, le Festival de Cannes, le TIFF et les Oscars. Une petite enquête a été menée pour voir un peu, en gros, le matériel qui est utilisé. Alors, j'arrête de blablater et je montre le schéma qui nous intéresse, qui est celui-ci, dont on va parler. On va discuter si c'est légitime ou pas de voir, en fait, l'ensemble de ces caméras. Donc, on voit bien évidemment. En fait, moi, quand je le vois, il ne m'étonne pas. Enfin, ici, il m'étonne un peu. Bon, évidemment, Harry prend les 3 premières places. Enfin, veut dire, prend la première place. Harry restera toujours Harry. Avec ses 3 caméras, l'Harry Mini, l'Harry 35 et la Mini LF. Alors, je dis, je suis pas étonné et que je suis à la fois étonné. C'est le fait que ça soit encore l'Harry Mini qui soit encore en 2024 la tendance. À moins que ça soit des films, oui, enfin non, je dis peut-être des conneries parce que c'est certainement des films qui ont été tournés en 2022 ou 2023. Donc forcément, l'Harry 35 n'était pas sur toutes les étagères à ce moment-là. Mais en tout cas, on la sent en deuxième position. Il est clair que je pense que la prochaine étude montrera l'Harry 35 devant l'Harry Mini. Voilà, parce qu'il y a quand même un sacré upgrade entre l'Harry Mini et l'Harry 35. Juste derrière la Mini LF, bon, c'est pas forcément ma caméra préférée du fait de son gros capteur qui est quand même assez chiant. Hein. Bien évidemment, alors évidemment, ça reste une très bonne caméra, ne commencez pas à dire ce que je n'ai pas dit. Et ensuite arrive la Venise. Alors très bizarrement, je ne vois pas la Venise 2. Alors peut-être pareil, peut-être qu'elle n'était pas encore sur toutes les étagères. En tout cas, on la voit en deuxième position, dans le sens qu'après, en deuxième position en termes de marque, puisque Sony a fait un bond, j'ai envie de dire, historique depuis quelques années avec la Venise. C'est-à-dire que bon, j'ai suivi depuis, ça fait 20 ans que je suis la Sony en termes de caméra, qui, je vous rappelle, bon, bah, il y a 20 ans, on était en 2005. Moi, je tournais un court-métrage avec Guillaume Lubrano, qui était tourné à l'époque avec la HDW 900 en 2 tiers de pouce, qui n'a rien d'une caméra de cinéma, qu'on déguisait en caméra de cinéma avec des optiques, des accessoires et tout, mais qui n'avait rien de cinéma, puisque c'était une caméra vidéo, quoi, caméra broadcast. Donc en 20 ans, et en ayant passé toutes les étapes face à la concurrence de Red et de chez Harry, Sony s'est un peu emmêlé les pinceaux, ça a été un peu un chemin un peu de travers, etc. Et pour finalement aboutir enfin à une vraie caméra. Je dis bien une vraie caméra. Bon, on pourra en faire une vidéo prochainement si ça vous intéresse. Mais voilà, je trouve que la Venise 2 est une caméra qui est très intéressante. Et que moi, ce que je trouve très intéressante et que j'aime beaucoup par rapport à Larry, parce que les 2 derniers films que j'ai faits, je les ai faits en Harry 35. Ça, c'est l'avant-dernier, donc Mortel Raclette. Et le film là, qui va sortir à la fin de l'année, qui s'appelle Sacré-Cœur, je l'ai tourné avec la Venise 2. Et entre l'Harry 35 et la Venise 2, il n'y a pas photo. Je préfère nettement la Venise 2. Voilà, je trouve que le seul défaut que je trouve à Harry, et qui est un défaut qui n'est pas si négligeable que ça, c'est qu'ils n'ont pas le double ISO. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, avoir un dual ISO, c'est quand même très intéressant. Alors peut-être parce que
Les utilisateurs de Harry ne se posent pas le problème de travailler dans les basses lumières. Moi, c'est pas tant un travail de basse lumière, enfin si quand même, parce qu'on n'a pas forcément je fais partie d'une école, entre guillemets, où on éclaire en basse lumière et non pas comme on éclairait il y a 40 ans, pour des caméras, enfin, en tout cas, pour des émulsions peu sensibles. Mais voilà, je trouve que Harry, ce qui leur manque, c'est le dual ISO. Après, bah, on arrive à l'Ariflex, les Aricam, donc qui sont des caméras, argentiques. Évidemment, de très, très bonnes caméras. Je vous avoue que la dernière fois que j'ai utilisé une Arriflex, c'était en 2008 sur un clip. Évidemment, ce sont des caméras qui n'ont pas vieilli, qui sont des caméras extraordinaires, mais qui appartiennent à un autre monde, le monde où tu as de l'argent à dépenser. Voilà, je pense que à partir du moment où quand tu regardes le budget de ton film et qu'il te reste encore quelques millions et que tu sais pas quoi en faire, eh bien, tu peux te prétendre pour la gloire de faire ton film en argentique. Voilà. Et après arrivent les raids, qui sont en position, mais extrême, quoi. Enfin, non, je vais pas dire extrême, j'en suis pas là. Mais qui perdent, quoi. Et on nous trouve donc les Raptors et les Komodo. Alors, la Komodo X a été véritablement un grand upgrade. Moi, j'avais testé la Komodo et la Komodo X. Je crois que vous pouvez le voir sur mes vidéos, d'ailleurs. Autant la Komodo, c'était mignonnet, mais la Komodo X a été un upgrade vraiment très intéressant, qui est vraiment une caméra qui est pour moi très intéressante. Le problématique de chez ces caméras-là, c'est un peu qu'on a le sentiment que les professionnels sont un peu abandonnés. Voilà, ils ont été abandonnés au détriment plutôt de... Enfin, oui, ça a été abandonné. On sent que la marque abandonne les professionnels pour aller plus vers du semi-pro. Moi, c'est mon sentiment. Après, on arrive à la Canon Cinema. Alors, Canon Cinema, bon, si vous regardez la dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos où j'explique, je sais même plus comment elle s'appelle cette vidéo, les 5 trucs pour les 5 raisons pour qu'une caméra soit une caméra de cinéma, on va dire, qui est un message adressé, mais ils le savent, hein. Bon, si Canon, vous m'entendez, je vous passe le bonjour. Ils le savent, on en a déjà parlé mille et une fois, pourquoi Canon n'arrive pas à décoller, quoi. Moi, j'ai des convictions très profondes qui me fait comprendre pourquoi Canon, vous voyez, n'est pas dans le top 3, quoi, des caméras. Voilà, et on sent qu'ils s'accrochent, tant mieux. Il y en a qui ont décroché, comme Panasonic a réellement décroché le marché, alors qu'ils étaient bien partis. C'est vraiment con, hein. C'est con parce qu'ils étaient vraiment partis. C'est un peu comme Sony, quoi. Sony a tenu. Ils auraient pu abandonner. Mais bon, Sony étant un grand paquebot, un énorme paquebot, ça aurait été vraiment dommage. Panasonic aussi, c'est un grand paquebot. C'est une grosse marque. C'est pas raide, vous voyez. Donc je trouve ça dommage que Panasonic ait franchement arrêté le cinéma. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'ils étaient pas loin. Ils étaient pas loin de révolutionner. D'autant plus qu'ils étaient sur le coup de créer un capteur organique. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un a pris la suite. Mais bref, voilà, je trouve que c'est dommage. En plus, ils avaient une très 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 belle image. Et puis après, on a la Panavision XL, qui est donc la caméra historique de chez Panavision. Bien évidemment, ça reste. Si tu prends chez Panavision et que tu veux faire du 35, bah, pour la gloire et pour la gloire du cinéma, tu prends une Panavision, comme tu prendrais un clap au début de tes scènes, comme tu prendrais un verre de contraste pour éclairer, comme tu prendrais une cellule pour éclairer. Vous voyez, c'est la gloire. Et ben Panavision, c'est la gloire. Et puis après, la RI-LF, alors ce qui n'est pas la mini LF, mais qui est la grosse LF, qui a... Alors, vous voyez, ce modèle de caméra, vous voyez, qu'on voit de chez Arri LF, qui est le corps tel qu'on le connaît, et tel que je le connais, parce que mon Alexa XT que j'ai de chez Arri, qui est aujourd'hui une très bonne caméra, elle me procure des images encore extraordinaires. Bah, voyez-vous, ce corps est totalement à l'abandon. Voilà. Trop lourd, trop gros. Alors c'est pas moi qui le dis, parce que moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que c'est agréable de l'avoir à l'épaule, c'est agréable. C'est une caméra lourde, oui, c'est un radiateur en fonte, quoi. C'est lourd, quoi. Voilà, donc
Je ne sais pas si, les chefs opérateurs de la nouvelle génération, se sont trop déconstruits, mais en tout cas, voilà, porter une caméra qui fait 15 kilogrammes, voilà, ça c'est pas, enfin, je ne comprends pas, quoi. Bref, c'est un autre débat et enfin, l'Arri 65 qui sera prochainement, je pense, dépassé par l'Arri 265 qui vient d'être approuvé par Netflix. Vous vous rappelez la petite histoire qu'il y a eu, au mois d'avril, là, pour le 1er avril? Il y a eu, une petite blagounette qui, d'ailleurs moi j'y ai cru. Bon, enfin, en même temps, je vois pas pourquoi on n'aurait pas cru sur l'histoire de l'Arri 265, qui sont, donc 2 capteurs qui sont collés, cousus comme ils disent et certains, spectateurs, de films se seraient plaints de voir la couture entre les 2 capteurs à l'image, sous forme d'un trait vertical qui partageait l'image en 2 et qui, c'est pour cela, n'était pas approuvé par Netflix. Voilà, bon, après, moi je pensais que bon, ça me paraissait un peu bizarre, je me dis: «Comment une caméra pouvait sortir comme ça?» Mais bon, après c'est révélé que c'était un poisson d'avril. Voilà, bah, écoutez, voilà pour les petites tendances, 2024, hein. Il y en aura certainement une l'année prochaine et c'est intéressant d'année en année de voir l'évolution justement de comment tout ce petit monde des caméras de cinéma, bah, arrive et peut-être qu'un jour, on verra un changement drastique, comme est arrivé le changement dans la lumière entre la lumière traditionnelle, les fluos, les HMI, le tungstène et puis la LED, vous voyez? Eh bien, peut-être qu'un jour, on va assister à une révolution numérique. En attendant, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Cette révolution n'arrive pas. Peut-être un jour, je compte sur la nouvelle génération. Très bonne journée, très bon mois de mai et puis à très vite. Ciao.